Je vais me présenter d'abord. Moi, je suis Raphaël Tayeb. Je suis à l'école centrale de Nantes. Je viens du Brésil et je suis un très bon ami du Zègre. Il m'a proposé pour rejoindre le groupe Géofinance. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation sur une petite introduction sur le marché financier pour donner quelques bases. Et après, on va parler un peu du case study de Exxon, puisque c'est quand même un groupe de finance des énergies. Donc, on va parler de Exxon, que vous devez sûrement connaître. Donc, petite définition, à quoi sert le marché? Donc le marché, tout d'abord, il sert à négocier les titres financiers, donc, par exemple des actions ou des obligations de l'État, des fonds. Et chaque titre financier, il va avoir un prix. Et en fait, comment il est déterminé le prix? En court terme, il va être déterminé par la loi de l'offre et de la demande. Donc vous devez connaître ça. Donc s'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter ce titre, le prix va augmenter. S'il y a beaucoup de gens qui veulent le vendre en ce moment, le prix va descendre. Donc c'est comme ça qu'il régit le prix des titres financiers dans le marché. Ici, on va parler plus particulièrement des actions. Donc, c'est quoi une action? Une action, c'est la plus petite part d'une entreprise que tu peux avoir. Donc, si par exemple, l'entreprise, elle a 100 actions et tu possèdes une action, c'est comme si tu possédais un centième de l'entreprise. C'est vraiment comme si tu étais le patron de un centième de l'entreprise, en quelque sorte. Et, et donc, pourquoi une entreprise, elle rentre dans le marché financier? Donc, c'est surtout pour récupérer du capital de ses actionnaires. Donc, à la première fois qu'elle rentre dans le marché, les actionnaires ils vont acheter les actions et donc cet argent il va venir directement dans la trésorerie de l'entreprise. Il va servir pour payer des dettes, pour financer des projets ou pour acheter des concurrents. Donc, elle va servir pour pouvoir croître et grandir et apporter de la valeur à ses actionnaires. Quand on achète une action, il y a deux façons de gagner de l'argent avec une action. C'est soit l'action elle se valorise. Donc, si aujourd'hui on achète une action à 100 euros et demain elle vaut 110 et je la vends, bah, j'ai fait 10 euros. Voilà, c'est la première façon de gagner de l'argent. Et la deuxième façon, c'est des dividendes. Donc, à chaque fois que l'entreprise a un bon résultat, elle peut avoir le choix de distribuer ou pas ce résultat. Et donc, c'est distribué, ça s'appelle des dividendes et qui rentrent directement dans la poche de l'actionnaire. Donc ici, il y a une première notion que je veux parler, c'est la différence entre valeur et prix. Donc quand on achète une action, c'est comme quand on achète n'importe quel autre produit, il y a un prix et on peut se demander, c'est licite de se demander, est-ce que je paye trop cher? Est-ce que je fais une bonne affaire? Est-ce que le prix est juste? Alors il y a vraiment une différence entre prix, donc qui va être régi pour la loi de l'offre et de la demande dans le court terme. Donc s'il y a des bonnes nouvelles, s'il y a des, des bonnes perspectives pour l'entreprise, le prix va augmenter. Et il y a une différence entre la valeur, qui en fait, sur le long terme, il y a la théorie des marchés efficaces qu'on appelle, qui dit que le prix va toujours converger vers la valeur d'une action. Donc, par exemple, si on achète une action qui a un prix beaucoup plus petit que la vraie valeur, donc ça veut dire que le prix il va tendre vers la vraie valeur de l'entreprise et donc on a de fortes chances de gagner de l'argent. Donc c'est ça qu'on achète une action, on se demande à chaque fois est-ce que je paye un bon prix, est-ce que je paye trop cher, est-ce que je fais une bonne affaire. C'est ça le plus important à se demander en quelque sorte. La première notion très importante pour nous aider à déterminer la valeur d'une action, c'est la valeur de l'argent dans le temps. Donc, si je vous dis que 1 euro aujourd'hui, ça ne vaut pas la même chose que 1 euro dans un an, je pense que ça ne choque personne ici. Donc, il y a plusieurs facteurs pour ça. Donc, le facteur le plus évident, c'est l'inflation. Donc, ce qu'on achète avec 1 euro aujourd'hui, dans un an, on achètera un petit peu moins. Et le deuxième facteur, c'est le risque. Donc, si quelqu'un nous dit dans un an, je vous donne 1 euro, bah, c'est sûr qu'on préfère avoir 1 euro dans notre poche là maintenant, puisqu'il y a déjà le risque que la personne ne nous paye pas. Et donc, c'est pour ça qu'on va demander une prime de risque. Ça, c'est une notion très importante, c'est une notion clé, la prime de risque. Donc, plus l'actif est risqué, plus on va demander une prime de risque. Donc, on ne va pas trop s'approfondir sur comment on va calculer des primes de risque ici,
Mais si vous êtes intéressé, je pourrais parler un peu plus sur une autre conférence un autre jour. Et la troisième raison, ça serait qu'on peut le mettre dans d'autres placements. Donc, si j'ai 1 euro aujourd'hui, je peux le mettre dans le CAC 40, qui va peut-être me rendre 5% dans l'année. Et donc, dans un an, j'aurai 1 euro et 5 centimes. Et donc, ça vaudra plus que les 1 euro qu'on m'a proposé dans un an. Donc ça, c'est la première notion. La deuxième notion, c'est la valeur présente. Donc, si 1 euro dans un an, ça ne vaut pas 1 euro aujourd'hui, on se demande combien vaut 1 euro dans un an. Combien vaut un argent que quelqu'un nous dit qu'il va nous donner dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Comment on peut déterminer ça? Alors, la première chose à savoir, c'est que le but ultime de l'entreprise, c'est de dégager de l'argent, c'est de faire de l'argent, qu'on appelle le cash flow. Donc, en fait, on fait du cash flow, on remplit la trésorerie de l'entreprise. Et c'est ça le but ultime de l'entreprise. Et c'est comme ça que l'entreprise, elle gère de la valeur et ses actionnaires, c'est en dégageant du cash flow. Et donc, la valeur de l'entreprise, en fait, ça va être la somme de tous les cash flows futurs qu'on va ramener à valeur présente. Donc, c'est ce qu'on appelle les discounted cash flow, comme vous voyez ici. Discounted cash flow, ça veut dire qu'on prend, par exemple, le cash flow dans un an. Si l'entreprise va dégager 100 euros de cash flow, on va le ramener à valeur présente par une petite formule que je vais vous montrer après. Donc, ça va être un peu plus clair au slide d'après. Donc, c'est une petite formule comme ça. Donc, par exemple, si dans un an, on dégage 100 euros de cash flow, dans 2 ans, on va dégager encore 100 euros. Donc, on va les actualiser, on va les mettre à jour pour un petit taux d'actualisation, question note R. Donc, pour calculer ce taux d'actualisation, ce n'est pas évident. Il y a quelques petites formules, quelques petites notions à connaître que je ne vais pas développer ici. Mais encore, si ça vous intéresse, je peux encore vous parler un peu sur ça. Donc, ça va être ça la vraie valeur d'une entreprise. Donc, par exemple, si on a une centrale nucléaire, ici on est en géofinance, donc j'ai parlé de centrale nucléaire. On a une centrale nucléaire qui tous les ans, elle nous dégage 1 million d'euros. On calcule son taux d'actualisation par le risque qu'elle comporte, par son taux d'endettement. On calcule un taux d'actualisation. Donc, la centrale nucléaire, ce qu'elle va valoir, la valeur juste de sa centrale nucléaire, ça sera tous les cash flows à la perpétuité qu'on va ramener à valeur présente. On va tous les sommer et les ramener à valeur présente. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, comment déterminer R? Je ne vais pas beaucoup m'approfondir sur ça. Je vais juste dire qu'en fait, il prend en compte les 2 facteurs principaux. C'est le niveau de risque. C'est ce que j'ai dit, c'est la prime de risque. Si un actionnaire il investit dans une entreprise qui est très risquée, il va vouloir une prime de risque plus grande et donc il va avoir un taux d'actualisation qui est plus grand. Et donc, si je reviens ici, vous voyez que si on a un taux d'actualisation qui est plus grand, on va voir la somme des cash flows qui va être plus petit et donc ça va valoir moins. La deuxième chose, c'est l'endettement. Donc, si l'entreprise est très endettée, on va avoir un coût de dette qui est plus grand et donc ça va aussi augmenter notre taux d'actualisation et donc diminuer la valeur juste de notre titre. Donc ça, c'était la partie théorique. Alors, en pratique, comment on va utiliser ça? Comment on va mettre ça? Donc, j'ai pris ExxonMobil comme exemple, ici tout le monde doit connaître. À l'ENSG, vous devez connaître très bien l'ExxonMobil, je suppose, mieux que moi même. Et donc, on va prendre ExxonMobil pour un petit case study. Donc, d'abord, il faut savoir que les entreprises qui sont listées, elles sont listées dans la bourse, elles ont toutes, tous les trimestres, ils doivent divulguer les résultats. Donc, on sait combien de dégage de cash flow, quel est son résultat net, ses chiffres d'affaires, on sait tout, tous les trimestres. Donc, soit dans le site de relations investisseurs, soit dans des sites très connus comme Yahoo Finance, Google Finance, on trouve ça. Donc, Exxon, on voit que en 2017, elle a dégagé 15 milliards de cash flow, 2018, 16 milliards, 2019, 5 milliards. Là, les 12 derniers mois, on n'a pas encore l'information, mais c'est un chiffre qui est négatif de ce que j'ai vu sur leur site de relations investisseurs. Donc maintenant, on va appliquer la petite formule. Donc on va supposer qu'elle va faire 15 milliards. On va prendre des
des suppositions optimistes. On va dire qu'elle va faire 15 milliards par an cette année et que jusqu'à la perpétuité, elle va faire 15 milliards de cash flow jusqu'à la perpétuité. Ici, j'ai calculé un taux d'actualisation de 8%. Donc, c'est un taux d'actualisation avec une petite formule, j'ai pu calculer. Donc, je ne vais pas trop rentrer en détail de comment j'ai trouvé ce taux d'actualisation. Mais les analystes, ils trouvent un taux assez proche de ça. Donc, je pense que c'est à peu près ça. Et donc, comment on va calculer la valeur? Je pense que ici, tout le monde a fait prépa, je pense, ou tout le monde a fait une formation scientifique. Tout le monde sait calculer une somme géométrique. Et donc, si on a un cash flow qui est constant de 15 milliards, une petite somme géométrique, on trouve que la valeur totale, c'est CF sur R. Donc, ça fait 187 milliards de valeur de marché. Et pour trouver maintenant la valeur du MCEV, ça veut dire Enterprise Value. MC, maintenant, ça veut dire Market Cap. Donc, le market cap, c'est juste le nombre d'actions fois le prix de l'action. On peut aussi le calculer comme ça, c'est l'entreprise value moins la dette nette. La dette nette, on la trouve aussi, dans les documents qui sont disponibles partout. Donc ici, c'est 42 milliards. Donc on applique notre petite formule, 187 moins 42, 145 milliards, et vous devrez valoir. En divisant par le nombre d'actions, on a 34 $ de prix juste, avec les inputs qu'on a mis ici. Donc, c'est quelque chose d'assez optimiste. 15 milliards par an, je trouve que c'est assez optimiste puisque, dans ma conception, Exxon fait de moins en moins de chiffre d'affaires et je ne pense pas que ça sera comme ça par perpétuité. Mais bon, le but ici, ce n'est pas d'avoir la vérité, c'est juste de comprendre la petite application. Ici, maintenant, si on teste quelque chose encore un peu plus optimiste, on va dire 15 milliards par an à la perpétuité. Et maintenant, on va mettre un taux de croissance de 2,5% à la perpétuité. Donc, ça veut dire qu'on fait 15 milliards cette année et dans un an, on fait 15 milliards plus 2,5%. On applique encore nos petites formules. Ça fait encore une petite somme géométrique à calculer. Moi, je ne rentre pas dans les détails, mais ça fait CF sur R moins G. Et donc, en calculant, ça nous fait 272 milliards. En enlevant la dette encore, ça fait 230 milliards de market cap. On a vu qu'on a 4 milliards d'actions. Donc, ça nous fait un prix de 54,5 $ avec ces hypothèses, elles devraient valoir. Je suis rentré dans Yahoo Finance. Ça vient de Yahoo Finance. Je suis rentré vendredi soir. Le prix de l'action a été à 50,5 $. Donc, on voit bien que si on change les inputs, là, dans ce cas, on a quelque chose qui vaut la peine, qui ne vaut pas la peine d'être acheté, puisqu'on dit ici qu'elle devrait valoir 34 $, elle est en train d'être négociée à 50 $. Ici, si on considère un taux de croissance de 2,5%, elle devrait valoir 54,5 $. Donc, on voit bien que si on change les inputs, on a des prix, des résultats différents. Juste un petit commentaire sur le taux de croissance à perpétuité aussi. C'est important de bien choisir. Il faut faire très attention quand on le choisit. Si on prend très grand, si on prend plus grand que le taux de croissance de l'économie, on va voir en fait une entreprise qui est plus grande que l'économie en entier. Donc en fait, par convention, on ne prend jamais supérieur à 3%. Donc 2,5%, 3%, c'est les valeurs qu'on prend normalement pour ça. Si on prend quelque chose de trop grand, on va voir l'entreprise qui est plus grande de l'économie et donc bien sûr que c'est pas possible. Donc ici, différents inputs donnent différents résultats. C'est comme le Zinedine Zidane du valuation. Il avait une phrase très connue. Donc il s'appelle Damodaran. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est le plus grand maître du valuation. Donc le valuation, c'est de déterminer le prix juste d'une action. Il disait garbage in, garbage out. Donc ça veut dire si tu mets des mauvais inputs, tu auras un mauvais résultat. Et donc, ça va servir à rien. Une petite conclusion. Il faut connaître très bien le business case d'une entreprise. Donc là, bien sûr, je ne suis pas très approfondi sur Exxon. Donc, j'ai pris des hypothèses, pas des hypothèses que je considère qui vont être très réalistes. Comment on va déterminer le cash flow, par exemple? Quels vont être les cash flows futurs? Ça nécessite une grande connaissance du business case pour pouvoir prédire quelque chose comme ça. Si vous voulez, je peux, dans une autre présentation,
m'approfondir un peu plus de comment on peut prévoir ces cash flows avec une précision beaucoup plus grande. Mais c'est pas du tout quelque chose de, c'est pas du tout quelque chose de direct. Il faut beaucoup de travail pour prédire ça. Le taux d'actualisation, c'est quelque chose où on a un peu moins d'incertitude, mais il faut quand même un petit peu de travail pour le déterminer. La dernière chose, c'est le taux de croissance à perpétuité. Comment on va déterminer ce taux de croissance? Comment on peut le déterminer de la meilleure façon possible? Donc, on voit bien qu'on a des marges d'erreur, des incertitudes, donc c'est pas quelque chose d'exact. Chacun, il va avoir ses propres hypothèses, chacun, il va avoir sa propre vision de l'entreprise, chacun, il va donner son propre prédiction des cash flows, chacun va donner son propre taux de croissance de perpétuité, chacun va donner son propre résultat de la valeur juste. Et donc, c'est ça la difficulté, c'est d'avoir les meilleures hypothèses possibles pour pouvoir appliquer la petite formule et déterminer si ça vaut la peine ou pas d'acheter un certain actif.